Être un flic qui pense à se tirer une balle dans la tête, c'est déjà la boule au ventre quand on se lève pour aller travailler. On arrive au commissariat, on se dit « Qu'est-ce qui va encore me tomber sur le coin de la figure aujourd'hui ?» Et puis je l'ai appris en rentrant du boulot un soir, que mon fils s'était suicidé. Vous savez, quand vous avez perdu un être cher comme ça, on est rempli de questions. En tant que maman, on se dit qu'on a loupé quelque chose. En 1996, 71 membres de la police nationale se sont donné la mort. C'est un record. Depuis, les différentes mesures mises en place n'ont pas fait baisser ce taux, qui est supérieur à 36% par rapport à celui de la population générale. Et vous allez voir que l'État ne se donne pas véritablement les moyens de le faire baisser. Alors déjà, d'où vient ce fameux 36%? Eh bien en fait, c'est Gaëlle Ancrenez, une épidémiologiste, qui l'a mis en évidence dans une des seules études commandées par l'Inspection générale de la police nationale en 2010. Mais elle présente de nombreuses limites, notamment sur la composition de la police nationale à majorité masculine. Qui se suicide le plus en France? Ce sont les hommes. Donc de manière très cynique, on pourrait se dire que si la profession se féminise, le taux de suicide baissera. Mais même quand on prend ce facteur en compte, donc ce facteur qu'on appelle de composition du groupe, il reste un sursuicide policier qui n'est plus aussi important, mais qui est réel. Donc une fois qu'on est sûr de ça, scientifiquement, il faut se poser la question sur les causes, sur les risques qui poussent les policiers à se suicider. Normalement, quand vous avez un problème de santé publique, que ce soit l'épidémie de grippe, que ce soit la transmission d'un autre virus, on va faire une étude épidémiologique. On va chercher à comprendre quels sont les facteurs associés avec le problème. En matière de suicide policier, c'est le ministère de l'Intérieur qui est l'employeur des policiers. Donc, on imaginerait que le ministère de l'Intérieur va faire réaliser les études nécessaires qui permettent de connaître ces facteurs de risque et qui permettent ensuite de tester des réponses et d'évaluer ces réponses et de savoir si ces réponses sont efficaces. Mais en France, on n'a ni l'un ni l'autre. On n'a pas d'études sur les facteurs de risque chez les policiers et on n'a pas non plus de système pour mesurer l'efficacité des réponses qui sont annoncées. Pour lutter contre le suicide policier, l'État a mis en place plusieurs dispositifs depuis 1996, incarnés par le fameux service de soutien psychologique opérationnel qui allie ligne d'écoute 24 heures sur 24 et psychologue à disposition. Ce dispositif a régulièrement été étoffé sous Bernard Cazeneuve, Gérard Collomb et Christophe Castaner. Ancien commandant de police ayant songé au suicide, Franck Baudry a contribué à créer une association Alerte Police en souffrance. Et pour prouver que ce numéro, que ce dispositif est inadapté pour les policiers, eh bien il l'a testé. C'était au début de cette année, au mois d'avril si mes souvenirs sont bons. Je suis tombé sur un disque qui m'a dit si vous voulez joindre le psychologue de permanence, il est joignable à partir de telle heure le soir. Il est joignable le week-end, les jours fériés. Autrement, rapprochez-vous du psychologue dont vous dépendez par le biais de l'intranet du ministère de l'Intérieur. Un fonctionnaire qui est à son domicile, qui ne va pas bien, qui n'a pas forcément envie que cela se sache à son service, qui n'a donc pas envie d'appeler son service, il fait comment pour aller voir ce psychologue du SSPO? Il est très improbable qu'un policier va appeler à l'aide, encore une fois, une personne avec laquelle il n'a pas de lien d'antériorité, de lien précédent. Qu'est-ce qui forme le lien, par exemple, dans une famille? Eh bien, c'est le fait que depuis tout petit, les gens apprennent à se connaître. Ils savent, et ils ont fait l'expérience du fait qu'ils peuvent compter sur leur mère, compter sur leur père. Ben, la famille policier, c'est la même chose. La famille des policiers, c'est une famille qui se fabrique dans des relations. Donc on n'invente pas cette relation de confiance simplement en mettant en ligne un professionnel. Cette confiance au sein de la police est très importante au moment de se confier. Et les policiers, entre eux, ils se confieront jamais. Mon fils, 2 jours, la veille de son décès, il avait encore ses collègues. Il passait des textos à son meilleur ami qui est venu à la maison et tout allait bien. Jamais mon fils aurait dit à son meilleur pote non, aujourd'hui je vais pas bien. Jamais. Et à partir du moment où ils sont en présence d'un collègue qui présente des signes de faiblesse, il est clair qu'ils vont refuser de tourner avec lui en disant « lui, c'est un cassos ». Aujourd'hui, quand on se met en arrêt maladie pour dépression, on hésite à le dire. Et voici ce qu'on sait de manière imprécise par définition sur le suicide policier en France. On sait que souvent, dans les professions
de l'urgence, on va trouver un plus grand taux de suicide dans les parties de ces professions qui y sont exposées. Donc finalement, les policiers sont un métier de l'urgence comme un autre, et à ce titre, ils ont une exposition à la souffrance des autres. Donc ces facteurs-là vont jouer sur le psychisme des policiers. Ensuite, il y a des facteurs particuliers. Les policiers sont une profession de l'urgence, mais ils sont armés. Le fait d'avoir, au moment où on est particulièrement déprimé, une arme sur soi, va faciliter l'exécution irréversible de la tendance au suicide. En 2018, un rapport commandé par le Sénat mettait en évidence un mal-être grandissant des policiers par rapport à leur travail au quotidien, et donc pouvant aggraver l'exposition du policier face au suicide. À travers l'association et les pages Facebook, on a lancé un sondage. On a ciblé des fonctionnaires qui ont eu à un moment donné l'idée de passer à l'acte. Et on leur a demandé, mais à ce moment précis, qu'est-ce qui vous aurait poussé à commettre l'irréparable? Et systématiquement, ce qui revenait en premier était le manque de considération. Le manque de considération de la part de la hiérarchie, le manque de considération de la part de nos concitoyens. En France, la police est plutôt confrontationnelle. Ce n'est pas le modèle du Danemark. Au Danemark, on apprend aux policiers dès son entrée dans l'école de police que sa mission, c'est de gagner la confiance des citoyens. Alors c'est complètement surréaliste dans le cas de la France, où cette notion n'est pas du tout enseignée. Et donc, je ne dois jamais être faible, et donc je ne dois non plus jamais témoigner de mes faiblesses. Soit on est sur un autre registre, qui est un registre d'une qualité de la relation avec les citoyens. Et là, il y a très clairement une différence entre la France et même, sans prendre le Danemark, qui est un tout petit pays, ou même avec l'Allemagne, par exemple, où on a une autre approche des relations police-citoyen. Et lorsque vous avez tous les jours des relations difficiles avec les citoyens, je pense qu'il y a un effet d'usure. Je pense que la relation police-population, si elle est trop tendue, si elle est mal conceptualisée par les responsables de la police, ceux qui en souffrent en premier, ce sont les agents sur le terrain qui font le travail quotidien. Cassez-vous, 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 cassez-vous. La politique du chiffre, le type de management, tout ça a été mis en exergue dans des témoignages que nous avons reçus. Mais une nouvelle fois, ça n'a pas de valeur scientifique par manque d'études sur le sujet, notamment pour faire le lien entre le suicide et tous ces facteurs. Et pourtant, les solutions existent puisqu'à la fin des années 1990, le service de la police de la ville de Montréal est confronté à une vague de suicides dans ses rangs. D'abord, les policiers vont être identifiés comme une population à risque à cause de leur proximité avec la mort, la violence dans leur quotidien au travail et surtout leur réticence à demander un accompagnement psychologique. Et en 1997, le plan d'action Ensemble pour la vie va être mis en place avec les syndicats, les psychologues et les policiers. Il va en sortir 3 mesures remarquables. D'abord, des formations données à tous les niveaux de la hiérarchie pour impliquer tout le monde, une ligne d'écoute gérée par des policiers bénévoles et la création de sortes de sentinelles parmi les policiers chargés de détecter les signes avant-coureurs. Résultat, en 20 ans, le nombre de suicides a été divisé par 3 au sein de la police de Montréal. Toutes les entreprises, elles créent, quand elles atteignent une certaine taille, le ministère de l'Intérieur, 140 000 policiers. Dans les structures de ce type-là, donc normalement, il y a de la recherche et du développement, c'est-à-dire qu'on s'interroge sur les manières de développer l'activité, de résoudre des problèmes à partir de données. Cette culture scientifique n'a pas réussi à prendre au ministère de l'Intérieur. Contrairement à ce que font par exemple les Néo-Zélandais qui viennent de créer un centre sur l'action de la police fondée sur les preuves. Contrairement aux Anglais qui ont des partenariats avec les universités comme Cambridge et qui ont développé cette approche de la police fondée sur les preuves, en France, on se détourne des fondements empirique, de la vérification empirique d'une réalité. Ce qui me frappe, c'est qu'on n'a pas de plan d'action. On a à chaque fois des mesures. On va peut-être vouloir les appeler plans d'action, mais ce n'est pas des vrais plans d'action. Ce n'est pas un ensemble de mesures destinées à avoir un effet après un certain temps. Ce sont plutôt des mesures politiques de réponse à la pression, parce qu'effectivement, il y a les suicides, il y a des associations de policiers qui s'en saisissent, il y a une couverture presse, il y a une émotion
légitime lorsque vous avez des suicides. Et à côté de ça, le gouvernement ne veut pas sembler inerte, donc il annonce des mesures qu'il a lui-même ensuite du mal à mettre en œuvre. Un autre fait mis rarement en avant à propos du suicide, c'est l'impact sur l'entourage. Selon le psychiatre Pierre Thomas, un suicide endeuille en moyenne 7 personnes et peut en impacter jusqu'à 20 autres. Moi, en tant que maire, je ne peux plus accepter ce qui se passe en ce moment. Je voudrais que notre gouvernement nous entende, nous, associations, pour aider ces êtres humains qui sont en souffrance et qu'ils sont toujours là pour aider le gouvernement. Ils sont toujours là, ils ont des ordres, mais ils n'ont pas le respect qu'ils méritent.